Je bois jamais, j'ai pris 2 Porto, donc ça va être ma première conférence ivre. Donc profitez-en, peut-être la dernière, j'espère pour tout le monde. Donc merci beaucoup de l'invitation, je suis ravi d'être là, c'est hyper convivial, je trouve cet endroit génial. Alors, je vais faire une version extrêmement courte de notre histoire. Notre histoire, en quelques phrases, pour un astrophysicien, on pourrait la résumer comme ça. Il y a environ 13,78 milliards d'années, eut lieu le Big Bang. On ne sait pas très bien ce que c'est, à dire vrai. Peut-être l'apparition de l'espace et l'apparition du temps, ex nihilo. Juste après le Big Bang, une phase d'inflation, c'est-à-dire d'augmentation considérable, exponentielle des distances dans l'univers. Tout a été multiplié par un facteur qui dépasse l'imagination. L'inflation s'arrête très vite, un milliardième de milliardième de milliardième de seconde seulement après le Big Bang. À cet instant, l'univers est rempli d'un plasma extrêmement chaud, de quarks, de gluons, de photons, de toutes les particules élémentaires. Et puis peu à peu, se forment les noyaux. Un peu plus tard, se forment les atomes. Puis commencent ce qu'on appelle les âges sombres, dont on ne connaît pas grand-chose. Apparaissent enfin les étoiles, les galaxies, les trous noirs, les planètes, la chimie, la complexité et la vie. Voilà un peu ce qu'on croit être l'une des moins mauvaises descriptions de nos origines. Alors, évidemment, tout cela est complexe. Le grand philosophe Ludwig Wittgenstein écrivait « Ce qui est mystique, ce n'est pas comment est le monde, c'est le fait que le monde soit. » Je crois qu'il avait raison. Et ce qui est tout aussi mystique, c'est le fait que ce monde nous soit en effet un tant soit peu intelligible. Et je préfère dire intelligible que compréhensible, parce que c'est compliqué de comprendre, et c'est compliqué de savoir ce que comprendre veut dire. Finalement, est-ce que projeter une équation sur un phénomène, c'est vraiment le comprendre ? Parce que tout de suite se pose la méta-question, après tout, pourquoi cette équation et pas une autre ? Et après tout, pourquoi les mathématiques fonctionnent-elles si bien ? Je crois qu'en fait, la pensée, pour le dire comme un autre philosophe, Gilles Deleuze, fonctionne de façon vicinale. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas tellement d'accéder à une compréhension absolue, qui se déroberait toujours en réalité, mais c'est plutôt de créer des liens, d'échafauder une sorte de rhizome entre ce qui nous paraît extraordinairement difficile et ce dont nous sommes coutumiers, soit par l'expérience, soit par la perception, soit par le sentiment, soit par le ressenti, soit par la connaissance, au sens plus ou moins mathématico-physique du terme. Et c'est ça l'enjeu, c'est de ramener finalement à distance finie des phénomènes qui nous paraissaient infiniment disjoints, différents ou complexes, tant ils s'étaient éloignés de notre zone ou de notre domaine d'appréhension immédiate. Et je crois que c'est un peu dans ce schéma que s'inscrit aujourd'hui, et que c'est d'ailleurs toujours inscrit, le geste scientifique. Alors pour comprendre l'univers, nous disposons essentiellement de 3 grands pilastres qui constituent les fondements en quelque sorte de cette idée ou de ce modèle que j'ai décrit en quelques phrases bien trop laconiques. Le premier étai sur lequel nous nous reposons, c'est d'abord la théorie de la mécanique quantique. Alors qui décrit très bien l'infiniment petit, qui marche en fait à toutes les grandeurs, mais qui est particulièrement féconde pour décrire les particules élémentaires, les atomes, les molécules et ces choses-là. Alors la physique quantique, c'est une grande révolution et déconstruction de notre vision du monde, parce que, comme son nom l'indique, les grandeurs importantes deviennent, pour une partie d'entre elles, quantifiées. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus prendre n'importe quelle valeur, elles ne peuvent varier que par saut comme ça. Les physiciens appellent ça une discrétisation. L'énergie, le rayon par exemple. Et ça, c'est pas seulement une étrangeté mathématique qui pourrait vous sembler anecdotique. Ça a des conséquences. Par exemple, notre existence résulte de ça. S'il n'y avait pas ces phénomènes de quantification, les atomes seraient instables. Les électrons se seraient effondrés sur les protons en quelques fractions de seconde, et nous n'existerions pas. Donc notre simple présence ici est une conséquence immédiate et radicale de cette étrange physique. En plus, elle montre que nous n'avons pas d'autre choix que de renoncer à la vision naïve, mécaniciste de la physique usuelle qui, vous le savez, devrait permettre de prédire exactement les phénomènes si les conditions initiales à partir desquelles ils se déploient sont très bien comprises. Et ça, on sait que ce n'est pas vrai. Il y a de l'aléatoire, il y a du stochastique, il y a donc de l'imprévisible au niveau fondamental, et on a toutes les raisons de croire, raisons qui ne sont pas seulement philosophiques, mais qui sont aussi mathématiques, que cette indétermination
n'est pas liée à notre inconnaissance du système, mais qu'elle est vraiment fondamentalement une caractéristique de la nature elle-même. Et alors cette physique quantique, elle prédit certaines choses étranges. Par exemple, que la fonction d'onde, qui est l'objet mathématique qui représente l'étalement d'une particule, paf, se réduit instantanément quand la particule interagit avec un système classique. Elle prédit aussi que des particules arbitrairement loin peuvent interagir de façon quasi instantanée. Mais ça, et c'est pour ça que je donne ces exemples, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça dépend d'une interprétation. Et là, vous commencez à voir pourquoi on ne peut pas faire de science sans philosophie. Parce qu'une théorie qui est non interprétée, c'est une théorie vide en réalité. C'est une théorie qui n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas une proposition relative aux sciences de la nature. Et les deux phénomènes étranges que je viens de vous évoquer, et qui sont usuels, que vous trouverez dans n'importe quel livre de mécanique quantique, en réalité, ne sont pas exactement le cœur de la théorie. Ils sont associés à une interprétation philosophique de cette théorie qu'on appelle l'école de Copenhague, mais d'autres interprétations existent. Par exemple, mon ami Carlo Rovelli, qui est un physicien génial, le créateur de la gravité quantique à boucle, interprète de façon relationnelle la mécanique quantique et s'affranchit d'un certain nombre de paradoxes au prix d'une ontologie, c'est-à-dire d'une vision de l'être en tant qu'être du monde qui est renouvelée. Pour lui, la mécanique quantique est purement relationnelle. Donc pour le dire simplement, il est impossible de décrire l'état intrinsèque des systèmes indépendamment de leurs interactions. Et ça, philosophiquement, c'est extrêmement intéressant. C'est comme si, en fait, prédiquer, parler, discourir sur quelque chose, indépendamment de la manière dont il interagit avec le monde, était strictement vide de sens. C'est un peu une vision perspectiviste qui vient s'insérer comme ça au cœur de la physique. Alors, notre deuxième grande théorie, c'est la relativité générale, la théorie d'Einstein. Alors la relativité générale, c'est magnifique, c'est une des plus grandes constructions de l'esprit humain. Et puis c'est aussi une première unification dans le domaine des sciences dures. Vous savez, toute notre tradition religieuse et métaphysique est dualiste. La théologie distingue dans presque toutes les religions entre le corps et l'âme. Platon distinguait les choses sensibles et les choses intelligibles. Descartes distingue la res extensa et la res cogitans, la chose étendue et la chose pensante. Kant distingue le monde phénoménal et le monde nouménal. Bergson distingue le temps et la durée. Enfin, on pourrait multiplier les exemples à l'infini de ces dichotomies dualistes et binaires. Eh bien, l'une d'entre elles, fondamentale, c'était la disjonction entre le contenant, l'espace, et le contenu. Le contenu, c'est nous, les objets physiques, les quarks, les électrons, etc. Et ça, Einstein nous montre qu'en réalité, c'est faux. C'est-à-dire que le contenant, l'espace et le temps sont eux-mêmes des objets physiques. Ce qu'Einstein comprend, c'est que l'espace est en permanence en interaction. Quand je bouge ma main comme ça, l'espace bouge autour de ma main. L'espace se courbe pour réagir à la présence des corps, et en retour, cet espace courbé dicte aux corps les trajectoires qu'ils sont possibles. Alors pourquoi c'est une unification ? Parce que en fait, il n'y a plus rien d'absolu, si vous voulez. Tout devient relatif, relationnel, en un sens un peu subversif, mais néanmoins assez précis. Ce qu'Einstein comprend, c'est que l'espace et le temps n'existent pas. Nous habitons sur le champ gravitationnel. Et pourquoi c'est beau de le dire comme ça ? Parce que le champ gravitationnel, tout le monde comprend qu'il évolue. Si une planète bouge, le champ gravitationnel qu'elle engendre bouge également. Et donc l'espace-temps qu'il faut réinterpréter comme le champ gravitationnel est quelque chose qui est toujours en évolution et quelque chose qui n'est plus absolu, figé, fixé, mais qui dépend des phénomènes qu'il y a dans le monde. Ce qui revient à dire que c'est lui-même un phénomène. Et le troisième grand pilier de la physique, c'est la mécanique statistique. Dans la mécanique statistique, ça revient à dire qu'on peut comprendre quelque chose du macrocosme sans connaître le microcosme. Par exemple, dans cette pièce, il y a des milliards de molécules. Je ne pourrais jamais connaître la position et la vitesse de chacune d'entre elles. Et pourtant, je peux comprendre la température, la pression et le volume sans connaître le détail microphysique. Alors, ce qui est très élégant dans cette théorie, c'est que c'est pas seulement un outil de calcul. Vous voyez, on pourrait se dire, nous ne sommes pas Dieu, et donc il faut suppléer cette incomplétude, et je trouve comme ça un moyen de calculer sans vraiment connaître. C'est un peu ça, c'est vrai, mais c'est pas que ça. Ce qu'il y a de très beau dans la physique statistique, d'abord, c'est qu'à mon sens, c'est vraisemblablement la branche de la science la plus fiable. Je parierais qu'elle sera toujours valable dans 3 siècles, ce qui ne sera peut-être pas vrai pour le deux théories que j'ai mentionnées précédemment. Mais au-delà de ça, ce qui est très beau, c'est qu'elle est connectée à des phénomènes qui nous sont très familiers. Par exemple, l'apparition du temps. On a de bonnes raisons aujourd'hui de croire que le temps n'existe pas fondamentalement. Et si je jette mon stylo, hop, il fait une parabole. Mais si on passe le film à l'envers, la parabole est la même en réalité.
et je ne peux pas savoir si le film est à l'endroit ou à l'envers. C'est-à-dire que le mouvement d'un stylo, à temps croissant ou à temps décroissant, c'est exactement la même chose. Ce qui revient à dire que le temps n'existe pas pour un stylo. Tout est de l'espace. Au contraire, si là j'ai une bouteille de gaz rouge, donc on le voit, et que je retire le bouchon, le gaz va diffuser. Puis une fois qu'il aura diffusé dans la pièce, qu'est-ce qui va se passer? Bah plus rien. On sera à l'équilibre. Et pourquoi ça se passe comme ça? C'est-à-dire pourquoi est-ce que la diffusion du gaz n'est pas invariante par renversement du temps? Dans ce cas-là, je peux distinguer le gaz qui sort, c'est le temps normal, le gaz qui re-rentre, c'est le temps inversé, à la différence du stylo pour lequel c'était indiscernable. Quelle est la différence? C'est que le stylo est un système simple. Il y a essentiellement une particule. Il y a plein de molécules dedans, mais il se comporte comme une particule. Alors que le gaz est un système complexe. Et donc ce que vous sentez avec cet exemple, c'est que le temps apparaît avec la complexité. Et c'est ça le sens de l'augmentation de l'entropie, du désordre dont on parle souvent. C'est pas du tout une loi mystique, comme si la nature avait une sorte de préférence, avait choisi chaos contre cosmos. J'aimerais bien remarquer, mais c'est pas ça en fait. C'est simplement parce que c'est beaucoup plus probable. Si je vous dis, classez-vous ici dans cette pièce de celui qui est le plus compétent au moins compétent en mathématiques, alors d'abord c'est pas possible, parce que la compétence peut pas s'estimer aussi simplement, mais quand bien même on pourrait le faire, il y a une seule manière de le faire. Alors que si je vous dis mettez-vous n'importe comment, il y a un nombre gigantesque de manières de le faire. Si vous êtes 50, il y a factoriel 50 manières de le faire, c'est un nombre gigantesque. Et donc, on a beaucoup plus de chances, si on fait rien, de se trouver dans une configuration désordonnée que dans une configuration ordonnée. Et en quelque sorte, le passage du temps, c'est simplement l'évolution naturelle des systèmes vers la configuration la plus probable. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est assujetti à une certaine échelle. Voyez. Alors, en mécanique statistique, ce qu'on comprend aussi plus philosophiquement, c'est qu'en fait, la physique, elle est toujours dans un rapport d'approximation. Et c'est pas un échec. C'est parce qu'elle n'est pas totégorique, à la différence du mythe. Elle ne cherche pas à englober la totalité du savoir. Elle sait qu'elle est restreinte, qu'elle a un cadre de validité. De même, d'ailleurs, je crois qu'elle ne cherche pas la vérité. En tous les cas, pas la vérité avec un grand V, c'est-à-dire la vérité absolue. Alors, on dit parfois que on ne peut pas prouver une théorie scientifique, dans le sillage du philosophe Karl Popper, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il faudrait la soumettre à toutes les expériences qui la mettent à l'épreuve. Il y en a une infinité, donc c'est impossible. Il faudrait faire chaque expérience avec une précision infinie, ce qui est impossible. Il faudrait préjuger les résultats qui ne sont pas encore connus, ce qui est impossible. Et tout ça est vrai, au moins correct. Mais il y a une raison encore plus fondamentale que ça qu'on pourrait énoncer. C'est qu'on ne peut pas prouver que les théories sont vraies pour la bonne raison qu'elles sont fausses. Toutes les théories des sciences de la nature sont fausses, et c'est normal. Elles sont transitoires. Elles seront un jour remplacées par de meilleures théories. On le sait, on ne vise pas l'absoluté. Une bonne théorie scientifique, c'est pas une théorie vraie. Il n'y en a jamais eu. Moi, je n'en connais aucune. C'est simplement la meilleure description du monde, eu égard à certains critères, dont nous disposons, de façon temporelle et locale, à un moment de l'histoire de la pensée. Et c'est déjà pas mal. Et donc quand on dit que la science ne dit pas la grande vérité, certains y voient un crime de lèse-majesté. Vous voyez, mais comment vous pouvez dire ça? D'abord, je peux le dire parce que c'est exact. Et ensuite, parce que ce n'est pas faire offense à la science. Être la meilleure description possible, c'est déjà pas mal. Alors quand je dis la meilleure, je ne compare pas aux autres champs cognitifs, mais aux autres descriptions concurrentes au sein des sciences de la nature. Bon, ça c'est l'édifice théorétique. Et en contrepoint de ça, on a des observations. Par exemple, on voit que les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres. Ça, on l'observe grâce à l'effet Doppler. Vous savez, quand une voiture s'approche de nous, on l'entend de façon aiguë. Quand elle s'éloigne, on l'entend de façon grave, parce que la fréquence de l'onde sonore est légèrement décalée vers les hautes fréquences quand ça se rapproche, et vers les basses fréquences quand ça s'éloigne. Et de la même manière, les galaxies, on voit qu'elles s'éloignent parce que les ondes, alors en l'occurrence, elles sont pas sonores, elles sont lumineuses, mais c'est le même phénomène, sont un peu décalées vers les basses fréquences quand les galaxies s'éloignent. Et on se rend compte que toutes les galaxies observées, au moins à grande distance, s'éloignent en effet de la Terre. Alors n'en déduisez pas que c'est parce que la Terre est le centre du monde. Ce n'est pas le cas. En fait, toutes les galaxies s'éloignent de toutes les autres galaxies. C'est-à-dire que chaque point du cosmos voit s'éloigner les autres points du cosmos. Et ça, c'est évidemment le modèle du Big Bang. Et ce qui est très beau, si vous voulez, c'est qu'on le voit. C'est pas un vœu pieux, ou c'est pas une reconstruction de la Genèse. C'est une observation relativement intersubjective, mais c'est aussi étayé par la théorie d'Einstein. Pourquoi? Parce que la théorie d'Einstein nous apprend que l'espace est dynamique. Et en fait, l'expansion de l'univers, c'est le mouvement de l'espace. Et vous voyez qu'on a besoin de la théorie d'Einstein, parce que chez Newton, c'est-à-dire dans la vision ancienne de l'univers, si je vous dis les galaxies s'éloignent, vous allez me dire, mais à partir d'où s'éloignent-elles?
Ou alors, vous allez me dire, mais si certaines s'éloignent, d'autres doivent se rapprocher. Mais non, toutes les galaxies s'éloignent et il n'y a pas d'origine. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'espace lui-même qui est en train d'enfler. Et donc, c'est pas simplement des calculs précis, la théorie de la relativité. C'est aussi le cadre conceptuel dans lequel on peut comprendre les rudiments de l'histoire de l'univers. Deuxième observation, le rayonnement fossile. Il se trouve que quand l'univers s'est refroidi, vint un moment où la lumière n'avait plus assez d'énergie pour interagir avec la matière. C'est ce qu'on appelle le découplage. Et donc on s'attend à ce qu'un bain de lumière peuple l'intégralité de l'univers. C'est cette lumière relique, si vous voulez, du Big Bang. C'est cette espèce de fossile des premiers millénaires qui suivirent le Big Bang. Et ce bain de lumière, il se trouve qu'on l'observe. Il est partout, même dans cette pièce, en ce moment. Et au-delà de ça, on peut calculer quelle doit être l'énergie de ce bain de lumière, ce qu'on appelle sa température. Parce qu'on sait quand ça a eu lieu, le découplage, et on sait depuis cet instant de combien l'univers s'est agrandi, et donc on sait de combien la température a dû chuter. Et c'est exactement ce qu'on observe. Donc c'est une autre indication très forte en faveur du modèle du Big Bang. Et puis on peut calculer par exemple l'abondance des noyaux. Vous savez que les étoiles sont des pouponnières nucléaires. Ce sont véritablement les lieux où se forment les noyaux qui sont dans nos corps. Mais bien sûr, pourquoi ça marche? Parce qu'il fait très chaud. Et donc ce qui se passe dans les étoiles doit s'être également passé dans l'univers jeune, juste après le Big Bang. Et c'est le cas. On observe en effet des noyaux qui ont été créés juste après l'instant primordial et qui aujourd'hui encore sont visibles dans l'univers. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas d'indices, à la fois expérimentaux et théoriques, qui viennent concourir en faveur d'une vision globale cohérente qui est ce modèle du Big Bang. Bon. Jusque-là, c'est convaincant, j'espère. Mais évidemment, c'est jamais si simple. Il y a des problèmes. Et les problèmes, il ne faut pas les cacher. Parce que c'est la beauté du geste scientifique, et pas seulement d'ailleurs, que de ne pas avoir honte de ses incomplétudes, que d'y faire face. Et vous savez, pour dépasser ces limites, il faut commencer par les connaître. Et en l'occurrence, les limites, vous allez voir, il y en a beaucoup. Le premier problème qu'on a, c'est le fait qu'on soit là en ce moment. Ça déjà, c'est incompatible avec la physique connue. Pourquoi? Parce qu'on devrait avoir formé autant de matière que d'antimatière juste après le Big Bang. L'antimatière, ça existe, c'est bien connu, c'est bien compris, c'est pas quelque chose de mystique. Mais la matière et l'antimatière ont cette mauvaise idée de s'annihiler quand elles se rejoignent. Donc heureusement que la table est en matière, sinon en mettant ma main dessus, là, elle disparaîtrait. Et donc, le simple fait qu'il y ait beaucoup de matière dans l'univers, il y a des étoiles, il y a des planètes, il y a du gaz, il y a des gens, il y a des plantes, ça c'est déjà incompatible avec la vision naïve de la physique qui aurait dû imposer une domination drastique de la lumière sur la matière. Parce que quand la matière et l'antimatière se rejoignent, elles créent essentiellement de la lumière. Donc on devrait vivre dans un monde de lumière. Le fait que ce ne soit pas le cas montre déjà qu'il y a quelque chose de subtil à comprendre au-delà du modèle standard. Mais c'est pas tout. Il y a les trous noirs. Alors les trous noirs, c'est pas quelque chose qui est intrinsèquement scandaleux, choquant ou même inquiétant. Vous savez, c'est comme tout, c'est comme les étrangers, quoi. Quand on les connaît pas, on en a peur, et puis en fait, quand on les rencontre, on se rend compte que ça n'était peut-être pas si utile que ça. Les trous noirs ne sont pas des ogres qui dévorent tout, en fait, les trous noirs sont partout, il y en a plus de 100 millions dans notre galaxie, vraisemblablement, et ils aident même à structurer les galaxies, donc ce sont des objets tout à fait respectables dans le bestiaire de l'astrophysicien. Le problème des trous noirs, c'est qu'on les comprend pas bien, en fait. Vous savez, tous les processus physiques ont un processus inverse. Si je fais ça, eh bien, le phénomène de retour est possible. Quoi qu'il se passe, le phénomène opposé peut avoir lieu, sauf la création d'un trou noir. L'implosion de la matière en trou noir est le seul phénomène physique connu pour lequel il n'y a pas de phénomène inverse. Parce que le trou noir, une fois formé, ne peut pas être détruit. Et ça pose des problèmes, pas seulement parce que c'est bizarre, parce que le monde de la physique théorique est bizarre. Donc le fait que ça choque l'entendement, quelque part, c'est presque qualifiant pour le modèle. Mais c'est pas ça le souci. C'est pas que ce soit curieux, c'est que c'est incohérent par rapport à des théorèmes fondamentaux de physique. Donc là, il y a quelque chose dans les trous noirs qui révèle notre incompréhension de ce qu'est la conservation de l'information dans le monde physique. Mais c'est pas tout. Il y a le problème de la matière noire. L'essentiel de la masse de l'univers, nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Mais c'est pire que ça. C'est que non seulement on ne sait pas ce que c'est, mais on sait que cette matière, qui est, je le répète, la grande majorité de la constitution physique du cosmos, n'est pas faite des particules élémentaires connues.
Vous savez, on a un grand accélérateur, le LHC, à Genève, pas très loin d'ici, qui permet de très bien comprendre ce que sont les particules élémentaires. Et ça marche remarquablement bien. Remarquablement bien. On a identifié, par exemple, les quarks, les leptons. C'est ce qui constitue le cœur de la matière. Et puis, on a identifié les interactions, c'est-à-dire les forces. Et c'est merveilleux parce qu'on sait d'où viennent les forces. Je vous l'explique en 2 phrases. On a une symétrie globale et on la rend locale. Ça veut dire quoi en clair? Sur la Terre, par exemple, on a une origine des longitudes. Arbitrairement, on la place sur le méridien de Greenwich. Mais quand on l'a choisi, il faut s'y tenir. Alors évidemment, on peut changer l'origine des longitudes. Peut-être que dans 5 siècles, les rapports de force seront tournés, que ça passera par Beijing. C'est très bien d'ailleurs, il faut que ça tourne. Et c'est pas grave, mais il faudrait que tout le monde utilise la même. Parce qu'évidemment, si on repère les coordonnées des villes terrestres sans utiliser la même convention, ça marche pas. Donc on peut changer les choses, mais il faut les changer pour tout le monde en même temps. Et ce qu'on fait en physique, c'est qu'on fait quelque chose d'illicite. On change les conventions, mais on les change de façon locale, et non pas de façon globale. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. Et c'est comme les méridiens. Si on les change, il faut tous les changer en même temps. Et donc, il faut que quelque chose vienne transporter l'information. Et les forces, ce qu'on appelle les bosons vecteurs en physique, c'est ce qui vient transporter l'information qui est arbitrairement localisée, alors qu'elle n'est que globalement légitimée. Bon, peu importe le détail, ça marche bien. On arrive à calculer avec une précision redoutable ce qui se passe dans les milliards de collisions du LHC. Donc tout ça est extraordinairement cohérent. Et pourtant, il manque l'essentiel. Ce que nous montre la cosmologie, c'est que la grande majorité de la masse n'est pas constituée de toutes ces particules que nous avons si bien identifiées et si bien comprises au sens atrophié que j'évoquais tout à l'heure au sein de notre grand collisionneur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème de l'énergie noire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'univers est en train d'accélérer. Alors le fait qu'il grandisse, c'est pas un souci, c'est normal, je vous l'ai expliqué, c'est le mouvement de l'espace, c'est ce que prédit la théorie d'Einstein, et c'est ce qu'on voit. Tout va bien. Ce qui est anormal, c'est le fait que l'univers grandisse de plus en plus vite. Ça, c'est très étrange. Parce que pour rendre compte de ça, eh bien, il faut, en quelque sorte, donner aux paramètres qui interviennent dans la théorie des valeurs qui ne sont pas compatibles avec la physique quantique. C'est-à-dire que je peux rendre compte de l'accélération de l'univers, mais si j'essaye de rendre compte de ça dans un cadre cohérent qui intègre les leçons de toute la science connue, alors ça ne marche plus. Donc ça m'impose, si vous voulez, une sorte de schizophrénie, quoi. Il faut que j'oublie une partie de mon savoir. Mais ça, je n'ai pas le droit de le faire. Parce que ce que je sais, je le sais. Voilà. C'est comme mon histoire. C'est une erreur, c'est une faute même, que d'oublier une partie de son savoir. Et donc, nous avons un problème avec cette accélération cosmologique. Puis il y en a plein d'autres, des problèmes. Par exemple, le lithium, c'est un élément qui s'est formé juste après le Big Bang, et la quantité observée n'est pas exactement celle que prédit le modèle du Big Bang. Et puis, pire que tout, si on peut dire, l'origine elle-même. Le Big Bang au sens de l'univers en expansion. Ça marche très bien, on comprend. Le Big Bang au sens de tout ce qu'on voit dans l'univers en ce moment était contenu dans quelque chose qui était plus petit qu'un micron, il y a 13,8 milliards d'années. Ça, c'est presque sûr. Le niveau de fiabilité est très élevé. Moi, je parie ma vie sans problème là-dessus. Mais le Big Bang stricto sensu, c'est-à-dire l'instant originel, le T égale 0, l'apparition ex nihilo de l'espace, qu'est-ce que ça veut dire? Et là encore, je me permets de nous mettre en garde. Le problème du modèle, c'est pas qu'il soit étrange. Bien sûr que le fait que le temps est un début, le fait que l'espace n'ait pas toujours existé, bien sûr c'est curieux pour l'entendement. Mais c'est pas ça le problème. Toute la science est curieuse pour l'entendement. Le problème, c'est que c'est mathématiquement incohérent. C'est uniquement ça le problème. Parce que la théorie qui prédit cette apparition de l'univers est une théorie qui n'est plus valide à ce moment-là. La relativité d'Einstein est insuffisante. Il faut aller plus loin. Peut-être inventer, par exemple, ce qu'on appelle une théorie de gravitation quantique. Ça fait un siècle qu'on la cherche, que les plus grands physiciens du monde ont essayé d'élaborer cette fameuse théorie, cette espèce de Graal de la physique, qui, à l'heure actuelle, fait encore défaut. Alors, vous voyez, il y a d'une part des immenses succès. Nous avons quand même quelque chose à dire qui n'est pas insignifiant sur les particules élémentaires, sur la structure de l'espace, sur l'évolution de l'univers. Tout ça est relativement bien sous contrôle. Mais en contrepoint de ces succès, il y a des lacunes absolument gigantesques. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comment va-t-on en venir à bout? Est-ce qu'on va résoudre tous ces petits problèmes un par un, tous ceux que j'ai mentionnés, ou est-ce que va se produire ce qu'on appelle un changement de paradigme?
Donc ça, c'est un terme que j'emprunte à l'épistémologue Thomas Kuhn, philosophe des sciences, qui est intéressant parce qu'il a montré que la science ne fonctionne pas comme on le croyait naïvement dans le passé, de façon cumulative. C'est comme si le savoir s'accumule en permanence, comme ça. Et donc on améliore en permanence les choses. Ce que Kuhn montre, c'est qu'en fait, il y a des ruptures dans la pensée scientifique. Il appelle ça des périodes de science normale, adoption d'un nouveau paradigme, c'est-à-dire d'une image du monde, et puis identification d'anomalies. Donc il y a des tensions dans le paradigme. Et puis, invention d'une nouvelle théorie, révolution, changement de paradigme. Et on cycle. Science normale et ainsi de suite. Et donc ce que comprend Kuhn, et c'est là où il est un peu subversif et donc particulièrement intéressant, c'est qu'en fait ces paradigmes sont parfois incommensurables. Moi j'ai des étudiants en France qui me disent, mais en sciences, pardon, les deux Portos commencent à faire leur effet. Non mais j'ai pas l'habitude, alors comme je suis à jeun et que je bois jamais, bon c'est pas grave. Et donc pas en France mais en sciences, j'ai des étudiants qui me disent, mais c'est pas vrai que c'est incommensurable, on voit bien que le nouveau paradigme est meilleur que l'ancien. Alors, en termes purement scientifiques, capacité de prédiction, c'est vrai, ça. Mais en termes alétiques, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire en termes relatifs à la vérité. Parce qu'on est toujours infiniment loin de la vérité. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'on progresse en réalité? La théorie vraie, moi, je la connais pas. Et à chaque changement de paradigme, on réécrit complètement la grammaire du réel. Donc c'est extrêmement difficile de considérer qu'on se rapproche de quelque chose alors même que chaque pas est infiniment distant du précédent. Et puis... si vous regardez loin, par exemple, la cosmogonie des Dogons, voilà, c'est une ethnie africaine. Hein. La cosmogonie des Dogons, elle ne cherche pas qu'à décrire l'origine de l'univers. C'est aussi une manière d'ancrer l'ordre social. C'est aussi une manière de justifier les tabous. C'est aussi une manière de donner un sens aux pratiques rituelles. Donc vous voyez, l'attente n'est pas la même. Donc comment vous comparez ça à la cosmologie physique? Bien sûr qu'en termes de prédiction des phénomènes, c'est moins bon. Des phénomènes physiques, c'est moins bon. Mais la cosmogonie Dogon cherchait à faire bien autre chose que ça. Et donc ce que Kuhn montre, c'est qu'en fait c'est très dur de comparer les paradigmes, parce que non seulement ils n'ont pas le même langage, mais parfois ils n'ont même pas le même objectif en réalité. Et ça c'est très important de ne pas l'oublier. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il est possible qu'un changement de paradigme adviennent dans les prochaines décennies. Alors je ne suis pas prophète, ni devin, donc nous verrons bien, mais je voudrais juste passer la deuxième partie, ou dernier tiers, je ne sais pas, de cette petite introduction, à vous mentionner un changement de paradigme possible, qui serait l'avènement d'une vision sous forme de multivers. Alors multivers, c'est un néologisme qu'on invente pour référer à une multitude d'univers, comme si nous vivions non pas dans un monde, mais dans un chapelet, une myriade, un enchevêtrement de mondes. Alors, d'abord, je tiens à mentionner que ce nouveau paradigme ne résoudrait pas tous les problèmes que nous avons précédemment mentionnés. Donc, ce n'est pas une sorte de panacée, comme ça, qui permettrait de venir à bout de la physique théorique, mais pourrait résoudre un certain nombre des problèmes que nous avons évoqués jusqu'alors. Alors, c'est pas une idée nouvelle. Dans l'histoire de la pensée, cette idée de monde multiple, on la trouve depuis les atomistes grecs jusqu'à la philosophie classique, en passant par le Rabelais, Giordano Bruno à la Renaissance, etc. Donc c'est pas quelque chose qui est absolument révolutionnaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette idée, aujourd'hui, fait en quelque sorte effraction dans le domaine des sciences dures. C'est-à-dire que là, c'est pas un vœu ex abstracto, comme ça, qui provient d'une aspiration mystique à la diversité, mais c'est quelque chose qui semble intervenir comme une conséquence de certains de nos modèles. Alors, quelques exemples. D'abord, je commence par un multivers complexe et spéculatif. Vous savez que dans cette tentative de gravitation quantique, une des voies possibles est ce qu'on appelle la théorie des cordes. Alors la théorie des cordes, c'est une tentative d'unification de toutes les forces fondamentales et de toutes les particules connues à ce jour. Et la théorie des cordes a ceci d'intéressant qu'elle semble donner naissance, quand on la prend sérieusement, non pas à un univers, mais en fait, plus exactement, non pas à une forme très particulière des lois de la physique, mais à une incroyable diversité de lois physiques émergentes possibles. Or, l'inflation, que j'évoquais tout à l'heure, vous savez, cette augmentation considérable des distances jusqu'après le Big Bang, semble créer elle-même un chapelet d'univers. Donc si l'inflation est juste, elle va peut-être créer une myriade de mondes, et si la théorie des cordes est correcte, elle va les emplir ou les structurer avec des lois physiques différentes. Et là, vous voyez apparaître une strate de diversité qui dépasse l'imagination. C'est-à-dire que non seulement les phénomènes vont changer d'un monde à l'autre,
Mais même les lois, c'est-à-dire les régulateurs, c'est-à-dire ce qui semblait invariable par essence ou par définition, vont devoir être réinterprétés comme des processus contingents. Autrement dit, des lois où la gravité serait répulsive, des lois avec 2 dimensions d'espace seulement, des lois des mondes sans temps, etc. On peut imaginer presque tout, et même au-delà de ce qui est possible aujourd'hui de décrire. Autre exemple, plus modeste, moins débridé, moins spéculatif. La relativité générale, notre bonne théorie de l'espace-temps, celle qui est testée à la différence de la théorie des cordes, celle qui est ancrée dans l'histoire de la physique du dernier siècle. Cette théorie montre que vraisemblablement, l'espace est beaucoup plus grand que ce que l'on voit, et même qu'il est peut-être infini. Mais si l'espace est infini, déjà les univers sont en nombre infini. J'entends ici par univers tout ce qui est en contact causal avec moi, tout ce avec quoi je peux avoir interagi, ou je peux interagir dans le futur. Et oui, si l'espace est infini, forcément des bulles de taille finie sont en nombre infini. Mais ça veut dire que tout ce qui est possible doit se produire, et même se reproduire. Et donc on doit trouver nos alter ego, exactement identiques à nous-mêmes, à une distance qui est considérable mais finie, qui ont les mêmes passés, mais pas forcément les mêmes futurs. Pas forcément les mêmes futurs. Donc il y a un monde où, voilà, je quitte cette pièce maintenant, parce que comme vous l'entendez, je commence à être enroué, donc je sais pas si c'est l'alcool ou la température fraîche de ce Grenoble hivernal, et donc je m'en vais, parce que j'en ai assez, et puis un autre, celui-là, j'espère quand même, où je reste encore un petit peu avec vous. Troisième exemple, la physique quantique qu'on évoquait tout à l'heure. Je vous l'ai dit, cette physique, elle doit être interprétée pour avoir du sens. Sans interprétation, elle ne dit rien du réel. Eh bien, l'interprétation de Everett, qui est une des interprétations possibles, propose que dès qu'un système quantique interagit avec un système classique, s'effectue un embranchement en univers parallèles. Il y aurait donc un nombre extraordinairement élevé de mondes qui ne sont pas à une distance mesurable, si vous voulez, qui sont dans un ailleurs radical les uns par rapport aux autres. Et si nos processus cérébraux, ce qui est très probable, sont assujettis à des phénomènes quantiques, ça veut dire finalement que tous les choix possibles ont lieu quelque part. Et donc là encore, ça veut dire qu'il y a un monde où on traite à peu près décemment les migrants qui meurent devant nos frontières closes, et d'autres, celui-ci hélas, où nous ne le faisons pas. Voilà. Et puis, quatrième exemple, la gravitation quantique. Par exemple, quand on remonte dans le temps, je vous le disais, l'univers rapetisse comme ça, et puis on arrive au Big Bang. Mais en fait, il est tout à fait possible que le Big Bang, en tant que tel, n'ait pas eu lieu. Il est tout à fait possible qu'il y ait eu, avant cette phase actuelle d'expansion, une phase de contraction de l'univers. Et donc, à ce moment-là, le Big Bang ne serait qu'un Big Bounce, c'est-à-dire un grand rebond. Et nous avons ici un multivers qui n'est ni spatial, ni parallèle, mais qui serait plutôt de nature temporelle, comme si les mondes se suivaient les uns les autres. Avec éventuellement, et ça très sincèrement, nous sommes incapables de le calculer à l'heure actuelle, des variations de loi, ou pas, d'un cycle à l'autre. Donc vous voyez, il y a tout un enchevêtrement comme ça de mondes multiples possibles, et ces différents modèles sont parfois compatibles les uns avec les autres. Donc peut-être qu'on a des multivers intriqués et imbriqués dans des multivers au sein d'une sorte de structure gigogne, comme ça, de poupées russes, de mondes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Tout cela est-il bien sérieux? Je ne sais pas. Mais je peux quand même apporter quelques éléments de réponse. Première question, finalement, qu'est-ce que ça change? Si c'est vrai, on s'en fiche puisque ces mondes, on ne peut pas y aller. Qu'est-ce que ça change? Alors, je pense que c'est pas si simple. Parce que d'abord, la science, ce n'est quand même pas que créer des objets techniques. C'est bien de créer des objets techniques. Enfin, je suis même pas sûr que ce soit bien, mais en tous les cas, ça peut l'être. Ça l'est peut-être pas systématiquement. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi quand même le grand récit. C'est aussi une histoire. C'est aussi quelque chose qui participe de notre inextinguible désir de créer du sens. Et de ce point de vue-là, ça change tout. Le sens d'un monde, ou le sens de ces mondes qui s'enchevêtrent les uns dans les autres, est, je crois, radicalement différent. Mais au-delà de ça, de façon plus prosaïque, si vous voulez, même quand on teste une théorie, quand on la met à l'épreuve ici et maintenant, dans cet univers-ci, ça change déjà quelque chose de tenir compte ou pas de l'éventuelle présence d'un multivers. Donc, c'est pas quelque chose qui est arbitraire. C'est-à-dire que quand je vais évaluer la compatibilité entre ce que j'observe et ce que je prévois, le fait de tenir compte du multivers ou pas change mon évaluation. Oui, d'un point de vue très pragmatique, très concret, ça va infléchir sur notre acceptation ou non des théories physiques, même dans ce monde-ci. Et puis ça pose une question intéressante. Par exemple, pourquoi les lois de la science
semble-t-elle si magnifiquement adaptée à l'existence de la complexité, ou disons de la vie par exemple, alors même que sur l'infinité des lois possibles, la grande majorité, la quasi-totalité, aurait dû conduire à un univers pauvre, sans intérêt, sans chimie, sans arbres, sans plantes, sans planètes, sans gaz, etc. Alors peut-être qu'on a eu de la chance. C'est possible, mais c'est assez peu convaincant. Peut-être que Dieu a ordonné les choses pour que nous puissions exister. C'est également possible, mais ce n'est pas une explication scientifique. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est fausse, hein, ce qui veut simplement dire que ce n'est pas celle que je vais utiliser dans un cadre cosmologique. Ou peut-être simplement qu'il y a beaucoup d'univers. Et que par conséquent, il est tout à fait normal que certains de ces univers soient compatibles avec l'émergence de la complexité. Parce que si vous jouez une fois au loto, vous êtes presque sûr de perdre, mais si vous jouez une infinité de fois au loto, vous êtes tout à fait certain de gagner. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique, qui a été très très mal compris. Les gens qui n'ont pas réfléchi ont parfois tendance à supposer que le principe anthropique veut dire qu'il est en fait théologique et téléologique, c'est-à-dire religieux et finaliste, qu'il veut dire le monde est comme ça parce que nous existons. C'est pas ça du tout le principe anthropique, c'est le contraire de ça. Le principe anthropique, c'est de faire attention au biais de sélection. Si vous êtes un poisson, vous pouvez vous demander, mais comment ça se fait quand même qu'il n'y a que de l'eau dans l'univers? Quelle chance! Alors que l'eau est favorable. Mais non, c'est juste que comme vous êtes un poisson, vous êtes dans l'eau. Et un poisson super intelligent peut se dire, ah oui, mais attention, c'est pas parce que je suis dans l'eau qu'il y a forcément de l'eau partout. C'est exactement ça. Nous, on peut se dire, attention, comment ça se fait que les lois de la physique sont si extraordinairement bien adaptées à la complexité? Ben, peut-être qu'en fait, autre part, elles sont différentes. Et que c'est simplement que moi, en tant que structure complexe, ben, je suis pas n'importe où. Je suis là où la complexité est possible. Je suis pas sûr que ce soit vrai, mais c'est une possibilité. Alors évidemment, la question que quelqu'un évoquait tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut le tester? Ou est-ce que ça reste de la science? Alors d'abord, qu'est-ce que la science? Donc là, j'ai vraiment pas le temps. Mais ce qui m'arrange bien, parce qu'en fait, je ne saurais pas répondre, même avec un temps infini. Donc, je suis sauvé par le gong, comme on dit. Vous savez, donc Karl Popper, qu'on évoquait tout à l'heure, disait que est scientifique ce qui est falsifiable. C'est-à-dire ce qu'on peut mettre en défaut. C'est pas si mal, hein. Mais c'est pas très bon non plus, en fait. C'est trop ou trop peu le critère de Popper. Pourquoi c'est trop? Parce que la plupart des théories scientifiques excellentes auraient été considérées comme infalsifiables au départ. On l'a dit du darwinisme. Hein. On a dit, mais cette théorie est infalsifiable, on peut pas remonter dans le passé, on peut pas les voir, on peut pas voir l'évolution. Ce qui n'est pas vrai, en fait. Avec les fossiles, on la voit relativement bien. On l'a dit de la composition chimique des étoiles à l'époque du positivisme. Mais on ne pourra jamais aller mesurer la composition chimique des étoiles, donc c'est pas de la science. Bah oui, mais on a inventé la spectroscopie après. Donc c'est peut-être trop dur, le critère de Popper. Mais c'est peut-être aussi pas assez. Parce que par exemple, si je vous dis, là, dans 4 minutes, un rhinocéros rose va rentrer dans la pièce. Au sens de Popper, c'est scientifique, parce que c'est falsifiable. Si dans 5 minutes ça n'a pas eu lieu, c'est que ma théorie était fausse. Mais soyons sérieux, en fait c'était juste idiot comme proposition. Ça va juste pas arriver. Ou alors, heureusement que c'est filmé, parce que ça va rester dans les annales, quoi. Ouf. Donc t'as prévenu tes copains avec le masque et tout. Donc voilà. Donc en fait, une théorie scientifique, c'est évidemment, il suffit pas que ce soit falsifiable, il faut que ce soit crédible. Il y a une question de niveau de confiance qui intervient dedans. Vous voyez? Donc bon, le critère de Popper, je pense qu'il est mauvais en fait. Mais il a le mérite d'exister. Et en ce sens, oui, bien sûr, le multivers est un peu poppérien et un peu non poppérien. Pourquoi est-ce qu'il est un peu non poppérien? Parce que on peut pas y aller, on peut pas aller les voir ces univers. On saura jamais si c'est vrai. Ouais, mais c'est plus compliqué que ça. Parce que d'accord, je peux pas tester l'existence de multivers, mais je peux tester les théories qu'ils prédisent. Le multivers, c'est pas une théorie, hein. Ça n'existe pas la théorie du multivers. C'est une conséquence de théorie. Et par exemple, les théories que j'ai évoquées tout à l'heure, je peux les mettre à l'épreuve dans cet univers-là. Et si ces théories sont falsifiées, alors le multivers s'effondre avec elles. A contrario, si elles sont corroborées, je dois garder le multivers, c'est une question de cohérence. Et puis finalement, vous avez un modèle qui prédit plein d'univers. Vous n'en voyez qu'un. Ben, ouais, c'est pas grave. Vous voyez pas tout, mais vous voyez jamais tout. Dans le monde, quand vous êtes sociologue, vous utilisez un échantillon fini d'êtres humains sur lesquels vous testez ce que vous proposez. C'est toujours le cas. Donc le fait qu'on ne voit qu'une partie de la totalité de l'échantillon, ça peut être une limite méthodologique, ça peut être quantitativement un frein, mais ce n'est pas qualitativement, me semble-t-il, une rupture par rapport à ce qu'a toujours été, en réalité, la méthode scientifique, aussi mal définie soit-elle. Et puis bon, soyons quand même un peu aventuriers, quoi. Combien même ça satisfera pas le critère de Popper, après tout on s'en fout. Je veux dire, la science n'a fait que changer. Et ça aussi, Kuhn l'a très bien montré, et
mieux encore Feyerabend, très subversif, hein, ne dites jamais à un scientiste que vous lisez Feyerabend, mais enfin, peu importe, c'est quand même un philosophe intéressant. Bien sûr que la méthode scientifique n'a fait que changer avec le temps. Bien sûr que chaque révolution scientifique est aussi une révolution dans le langage, et pas seulement dans ce qui est dit. Et donc il n'y aurait aucun sens à figer le geste scientifique dans ce qu'il a peut-être été à un moment de son époque. Mais au-delà de ça, à un niveau plus philosophique, moi je crois que le multivers c'est aussi une bonne occasion de penser la diversité. Vous voyez, notre histoire a toujours eu peur de la diversité, aussi bien religieuse, hein, les religions dominantes aujourd'hui sont monothéistes, donc la perfection est forcément unique, que l'histoire métaphysique. Vous voyez par exemple dans le banquet de Platon, la convergence des essences, hein, c'est-à-dire qu'à la in fine, le bien, le beau, le vrai, etc. doivent converger. Et puis, ça a été le cas en science. Il est vrai que la physique a fonctionné par unification pendant très longtemps. Donc, nous sommes les héritiers, pour le meilleur et pour le pire, de ce fantasme d'unité. Et peut-être le multivers est-il une invite, non pas forcément à faire table rase du passé, bien sûr, soyons raisonnables, mais au moins à envisager l'éventualité d'une légitimité ontique de la multiplicité. Il se pourrait qu'il y ait aujourd'hui à penser, tant au niveau des lois qu'au niveau des phénomènes, avec une strate de pluralité qui, jusqu'alors, n'avait pas été considérée sérieusement par les sciences de la nature. Et encore au-delà, je crois que la diversité, on pourrait la penser à un niveau plus fondamentalement philosophique, toujours dans le cadre de l'épistémologie, hein, de la philosophie des sciences. Et je vais vous dire quelque chose qui me semble extrêmement simple, et pourtant que je n'ai jamais entendu nulle part, en fait. Donc vous me direz après, si vous êtes en désaccord avec moi, ce serait très intéressant que ce soit le cas. Souvent, on se dit, en science, on a des théories concurrentes, puis le temps passe, donc les théories mauvaises sont élaguées, et puis il reste la bonne. C'est comme les Highlanders, quoi. À la fin, il doit en rester qu'un. Mais, ça serait sympa, ça, mais c'est juste faux. Ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a des théories concurrentes, ça c'est vrai. Et il est vrai aussi que certaines de ces théories sont en effet réfutées par des observations. C'est toujours un processus complexe. Hein. Penser qu'une observation réfute une théorie, ça n'a jamais marché. Mais oui, une accumulation d'observations contradictoires peuvent en effet réfuter une théorie. Mais pour autant, pendant ce temps-là, il y a plein d'autres théories qui apparaissent. Le nombre de théories concurrentes ne diminue pas avec le temps. C'est juste un fait, si vous voulez, de sociologie des sciences. Sociologie des sens, c'est autre chose. Que le nombre de théories concurrentes... j'aurais pas dû. Que le nombre de théories concurrentes ne diminue pas avec le temps. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? Si je vous demande, c'est quoi le réel scientifique? Si on répond naïvement, ce que dirait, je pense, la plupart d'entre nous, hein, moi compris, après quelques vers, que le réel scientifique, c'est la bonne théorie, quoi. Mais alors, la bonne théorie, on ne l'a pas. On ne l'a jamais eue. Et moi, je parierais même qu'on ne l'aura jamais. Pour le futur, j'en sais rien. Mais jusqu'à maintenant, j'en suis sûr. Et donc, si seule la théorie vraie est le réel scientifique, comme on ne l'a pas et qu'on en est infiniment loin, parce qu'on l'atteindra par changement de paradigme, ça reviendrait à dire que la science ne dit strictement rien du monde. Ça serait une vision hyper nihiliste pour la science. Moi, je crois que ça, c'est pas tenable. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme unique autre alternative, à mon avis? De dire que le réel scientifique, c'est cette multiplicité de théories qui sont mutuellement incompatibles. C'est pas simplement redire la même chose autrement. Qui sont structurellement parfois en compétition et qui pourtant sont à un instant donné non encore exclus. C'est quoi le réel vu par la science? Je pense que c'est cette pluralité de propositions qui sont, une fois de plus, en tension, voire en contradiction les unes avec les autres, mais qui ne sont pas encore réfutées. Et là, j'en ai déjà discuté avec des physiciens qui disent « Mais oui, mais elles sont pas toutes bonnes. » Mais bien sûr qu'elles sont pas toutes bonnes. Mais en fait, c'est pire que ça, elles sont toutes fausses. Il est évident que la théorie ultime ne fait pas encore partie de notre panel, si vous voulez. Donc si vous voulez uniquement la bonne, à ce moment-là, la science, c'est zéro. Rien. Absolument rien du monde. Moi, je n'irai pas jusque-là. Je suis pourtant parfois plutôt connu pour mes postures un peu trop radicalement subversives, mais j'irai pas jusque-là. Je crois que la science dit quelque chose. Mais ce qu'elle dit, c'est précisément cette diversité, qui est irréductible, parce qu'avec le temps, les théories changent, mais leur nombre ne diminue pas du tout. Vous voyez ? Et que donc, il me semble que contrairement à ce que j'ai toujours lu dans tous les livres d'épistémologie, la science n'est pas du tout unitaire. En fait, elle nous invite à une pensée de la pluralité jusque dans la contradiction. Bien sûr, on essaye de la surmonter, je sais bien, c'est mon métier. Donc mais la surmonter ne fait que mettre en exergue une autre et une nouvelle contradiction. Et je pense que c'est pas grave, et que ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est tout à son honneur.
Et au-delà de ça, moi je crois que c'est aussi une invitation à réfléchir sur une diversité de niveau encore supérieur, celle finalement de notre capacité à créer des mondes par les systèmes symboliques. Vous savez, un peu comme si la structure de la pensée, disons de Kant jusqu'à Goodman, avait migré de l'étude du réel en tant que tel vers l'étude de l'esprit, vers l'étude des concepts, vers l'étude des symboles. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas qu'il y ait un monde unique avec une ontologie, c'est-à-dire une description de son être fondamental unique. Quel est l'en-soi de cette montre? Je sais pas. Ça peut être une métaphore de la clepsydre. Ça peut être, ça serait le pire, hein, mais ça pourrait être un signe extérieur de richesse. Ça pourrait être un moyen de subsistance pour celui qui la vend. Ça pourrait être une source d'inspiration pour l'artiste qui la contemple. Ça pourrait être un objet de stress, là pour moi maintenant, parce que je me rends compte que mon temps est en train de s'achever. Et ça pourrait être un nuage de quarks, ça pourrait être la totalité du monde pour la bactérie qui vit dessus. Quelle est en vérité cette montre? Mais en vérité, elle est multiple. Et je crois que nous sommes en train, petit à petit, de comprendre que cette attitude schizophrénique qui est la nôtre, et heureusement que nous avons des rapports au réel qui sont aussi diversifiés que les attentes que nous avons par rapport à ce réel et qui tend finalement à comprendre que le monde c'est pas une chose, ni même un état de choses comme dirait Wittgenstein ou Armstrong, que le monde c'est une réponse et que nous sommes extrêmement libres de la manière de poser les questions. Et ça bien sûr, ça ouvre une pluralité gigantesque qui n'est pas nihiliste. Et qui n'est pas relativiste au sens péjoratif du terme. Vous savez, ce mauvais relativisme qui voudrait dire tout chevaux, tout est bon, etc. C'est pas ça du tout, au contraire, parce que les critères de cohérence dans cette diversité sont extrêmement aigus et sont même parfois beaucoup plus difficiles à tenir que dans un monisme, disons, naïf. Et pour conclure, je dirais que c'est peut-être aussi une invitation à penser une dernière strate de diversité, qui est peut-être plus politique celle-là, ou en tous les cas éthique. Les mondes ne sont pas tous humains, n'en déplaise à Heidegger. Nous vivons quand même sur une planète que nous partageons avec 9 millions d'espèces vivantes, plus pour très longtemps, leur nombre diminue très très vite. Et je crois que tous ces animaux, et ces mondes animaux que nous avons réifiés, il va quand même falloir qu'on les regarde un jour, quoi. Vous savez qu'on tue plus d'animaux en un an qu'il n'a existé d'êtres humains dans la totalité de l'histoire, et qu'on tue vraisemblablement plus d'animaux en un jour qu'il n'y a eu de morts dans la totalité des guerres de l'histoire de l'humanité. Ça fait quand même un peu frémir, et je crois que nous n'avons pas tellement d'autre choix que de commencer aussi à réfléchir, au moins à faire face à cette diversité que nous nions de façon complètement incohérente, parce que nous cherchons de la vie extraterrestre et on s'émerveillerait de la découverte des insectes sur Mars, mais en fait le malheur des insectes c'est d'être nés sur Terre, et donc on les écrase, alors qu'il suffirait de les regarder pour s'en émerveiller un peu, et ça me semble très triste. Donc voilà, les mondes des animaux et les mondes des opprimés, et donc je conclus avec cette belle phrase de Bertolt Brecht que j'ai découvert il y a quelques jours. Nos échecs, voyez-vous, ne veulent rien dire. Ils signifient seulement que nous sommes trop peu nombreux à lutter contre l'infamie. Nous espérons simplement que ceux qui regardent éprouvent au moins un peu de honte. Merci. Merci beaucoup Aurélien Varro pour cette formidable introduction, cette formidable conférence sur les... Donc je vais pouvoir commencer. Donc... je propose qu'on prenne un temps pour quelques questions. Ou alors peut-être vous voulez faire une petite pause histoire de reprendre un verre et dans 5-10 minutes on reprend les questions. Qu'est-ce que vous préférez Il faut pas le laisser boire, je crois. Au contraire. Après, je danse nu sur la table. Alors, on va enchaîner tout de suite sur les questions parce que j'imagine que... On peut faire les deux si tu veux. On peut faire quelques questions maintenant et puis après... Le groupe alors, ouais. Ah oui, je vais me délocaliser comme une particule quantique. De toute façon, quoi qu'on choisisse, dans un autre monde, on choisit autre chose. Non, d'ailleurs, non mais blague à part. Tu me redonnes 30 secondes, promis, pas plus. Promis. Le seul danger du multivers, pour moi, c'est pas du tout qu'on sort de la méthode scientifique, c'est des conneries, j'y crois pas une seconde. Le seul danger du multivers, ça serait en effet une sorte de laxisme qui consisterait à dire, bah après tout, c'est pas très grave. C'est pas très grave qu'on détruise ce monde parce qu'il y en a une infinité d'autres. Alors ça, effectivement, ça serait dangereux.
Mais je crois que ce danger, en fait, n'existe pas, parce que on le sait, quoi. Nous sommes tous inconsolables de la perte d'un être aimé, et qu'il existe 7 milliards d'autres humains ne nous consolent pas du tout, en réalité. Donc je ne pense pas que la possibilité de l'existence d'autres mondes suffise à nous autoriser à gâcher celui-ci. Mais en effet, de toutes les objections que j'ai reçues, celle-là est la seule qui m'a fait un peu quand même tressaillir, en disant, en effet, il ne faudrait pas que ceci arrive. Ouais, j'ai plombé l'ambiance. C'est moi qui ouvre le feu. Désolé. Est-ce qu'on n'est pas en quelque sorte prévenu de cette chose-là par le questionnement scientifique lui-même? J'ai l'impression que, à mesure que le temps passe, même si l'idée cumulative est battue en brèche, on a quand même besoin des choses droites pour la courbure, pour la relativité. Et j'ai l'impression qu'on part de choses simples, des lignes droites, des choses qu'on ne mesure jamais, mais sur lesquelles on s'accorde, vers quelque chose qui tend à la diversité, qui se rapproche en quelque sorte du réel par notre sensation, qui devient plus complexe. En tout cas, on arrive à s'accorder sur des objets plus compliqués, et ça va avec le temps, et j'ai l'impression qu'on on peut pas brûler ce monde, puisqu'il faut qu'on le comprenne avant. Enfin, j'ai l'impression... Brûlons tout, mon ami. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire, bien sûr, ça a du sens. Moi, je me sens pas du tout autorisé pour donner une réponse pontifiante à ta remarque. Je voudrais juste faire remarquer souligner que quand tu parles de choses de plus en plus complexes, je pense que c'est pas si simple que ça, parce que en fait, il n'y a pas de critères absolument non ambigus de ce qu'est le simple et de ce qu'est le complexe. Par exemple, je pense que, tu vois, Newton décrivait le monde en termes de force qui agissait à distance, son médiateur. Mais quand tu dis à un gamin, là, tu sais que là, en ce moment, ce verre, là, il est en train de m'attirer par force gravitationnelle, même s'il y a du vide, même s'il y a du vide entre les deux, il n'y a rien, mais il m'attire. Non, ça n'a aucun sens. C'est hyper bizarre, le concept de force chez Newton. Alors que tu vois, chez Einstein, on peut dire que c'est plus compliqué. Oui, en termes d'équations différentielles non linéaires, c'est plus compliqué, il n'y a aucun doute. Mais en termes ontologiques, c'est beaucoup plus simple. Non, ça n'existe pas, ces forces à distance, etc. Tu as juste un espace courbe. Et donc quand tu dis qu'on va vers des choses plus compliquées, je sais pas en fait. Pour s'accorder, je ne sais pas si moi je serais capable de comprendre la courbure si vous me l'expliquez maintenant. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que le temps passé à s'en parler augmente, j'ai l'impression. Alors que sur une ligne droite, on s'accorde quasi instantanément, parce que ça a l'air d'être plus proche de l'expérience, alors que c'est pas vrai. Je sais pas si c'est pas super clair. Tu sais, moi je crois que ce qu'on appelle comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est simplement être familier d'eux. Je pense que les forces, tu vois, tous les gens qui ont fait un collège, quoi, parlent de force. La force, maintenant mon fils il me parle de force, c'est plus de problème. Mais en fait on ne sait pas du tout ce que c'est qu'une force. On est juste habitué à employer le mot. Et donc il me semble qu'il y a quelque chose quand même de construit et de contractuel, ou au moins de sociologique, quoi, dans ce qu'on va appeler quelque chose de simple ou pas en fait. Et quand bien même ça serait vrai, donc, et on irait en effet vers le complexe. En quoi ça serait gênant? Ou en quoi ça remettrait en cause finalement la proposition? Pas du tout, mais le truc c'est qu'avec le temps, j'ai l'impression que les choses avec lesquelles on peut se familiariser évoluent, enfin augmentent en tout cas. Et est-ce que ça veut dire qu'un jour, est-ce qu'on peut dire qu'on pourra tous avoir une bonne idée ou un jugement sur l'existence des multivers, par exemple? La théorie de la relativité restreinte a été découverte il y a 110 ans. C'est une théorie simple, hein. On l'apprend en licence, quoi. Dans le domaine des sciences de la nature, c'est une théorie simple. Mais personne ne connaît les conséquences de la théorie. Qui dans la rue sait qu'on peut voyager dans le temps? Qui sait qu'on peut aller dans le futur? Qui sait qu'on peut devenir plus vieux que nos parents? Personne, hormis les physiciens. Pourtant, c'est vrai. Hein. Et ça, c'est des choses expérimentalement indubitables, quoi. Donc, le fait est que la diffusion hors du microcosme d'une proposition est très lente. Mais c'est tout aussi vrai des autres champs cognitifs. Finalement, je pense que qui ici saurait citer plus de 5 musiciens contemporains français non morts? Très peu d'entre nous, je veux dire. Donc je pense que c'est pas l'apanage seulement des sciences de la nature, quoi. Je crois qu'il y a des microcosmes de cohérence qui émergent, et après il faut faire un peu confiance aussi. Et c'est compliqué de conserver l'esprit critique
Et en même temps, moi par exemple, j'ai vu des climato-sceptiques me dire « je n'y crois pas parce que je ne comprends pas la totalité de l'argument ». Je dis « bah oui, mais tu comprends pas non plus la totalité de ce qu'il y a dans ton téléphone portable, pourtant tu l'utilises ». Il y a un moment, il faut aussi faire confiance. Donc c'est très important de faire confiance. Mais il ne faut pas que la confiance soit aveugle. Donc, il faut faire confiance en gardant suffisamment d'esprit critique pour savoir à qui on fait confiance. Je sais pas. Pour le futur, je ne sais pas. Oui. J'ai aucune expertise en physique. Enfin, j'ai un petit peu compris ce que vous avez dit, mais je veux dire, le lexique m'est pas familier, donc si je dis des âneries, ne m'en voulez pas. Mais j'ai l'impression que il y a une tendance de fond en ce moment dans la science en général, si je peux dire ça comme ça, à revenir à l'idée que ce sont des systèmes qui interagissent entre eux. Davantage que ce qui me semble être la théorie qui était plutôt avant, d'essayer d'aller dans la plus petite unité possible pour ensuite comprendre en agrandissant. Et maintenant, j'ai l'impression que ce soit dans l'étude des comportements des animaux ou que ce soit dans la physique et ce que vous disiez sur les théories qui finalement sont toutes fausses mais sont intéressantes justement parce qu'elles peuvent s'appuyer les unes les autres ou être au contraire créer des tensions qui sont intéressantes, que ça c'est une tendance de fond. Qu'on observe dans toutes les sciences. Est-ce que... je crois que la question que tu poses, c'est celle du réductionnisme en fait. Alors le réductionnisme n'est pas du tout abandonné, hein. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'études pour essayer vraiment de trouver les particules élémentaires et d'essayer de reconstruire le macrocosme à partir du microcosme. Moi j'ai eu un débat intéressant avec un ami, Laurent Sacco, qui est un journaliste scientifique mais qui est beaucoup plus que ça, qui est aussi un scientifique, pour qui c'était un peu choquant quand je disais qu'à l'heure actuelle on ne peut pas déduire les lois de la mécanique des fluides par exemple à partir de la connaissance des particules élémentaires. Lui il pensait que si. Donc c'est pas évident de savoir, est-ce qu'on peut décrire le macrocosme à partir de la connaissance du microcosme? À dire vrai, on n'en sait rien. C'est-à-dire que y a-t-il des phénomènes d'émergence qui fait qu'à une certaine échelle, il se produit des choses qui ne peuvent pas être inférées de la connaissance des entités fondamentales, ce qui revient à dire dans le lexique de tous les jours que le tout est plus que la somme des parties, ou est-ce que non, c'est simplement parce qu'on n'est pas assez intelligent pour calculer, et que si on connaît les interactions et les constituants fondamentaux, on doit pouvoir décrire l'essentiel de ce qui se passe à grande échelle. À dire vrai, on ne sait pas très bien. Je dirais que la vision simple des sciences de la nature qui était quand même très réductionniste, donc cherchons le petit et on reconstruira le grand, a encore de beaux jours devant elle. Il est tout à fait clair que c'est une démarche qui n'est absolument pas abandonnée. Pour autant, je me réjouis en effet qu'il y a aussi des travaux intéressants qui se déploient sur des processus d'émergence et qui au moins envisagent la possibilité que ce qui peut advenir à un certain niveau de complexité ne soit pas déductible des processus élémentaires fondamentaux. Mais pas en un sens mystique. Enfin, moi, j'ai rien contre la mystique. Je trouve ça même j'adore, moi, la poésie mystique. Mais ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, même au sein des sciences de la nature, dans une vision très rationnelle, je trouve ça intéressant que cette question se pose. Mais j'ai pas la réponse. Donc, je dirais que les deux cheminements sont étudiés aujourd'hui. Ouais. Dans la perspective, du coup, des multivers, est-ce que les scientifiques qui ont admis, enfin qui se sont dit que c'était une conséquence du coup de toutes les théories que vous avez mentionnées, est-ce que disent quelque chose à propos du fait qu'ils pourraient interagir éventuellement? Alors moi ma réponse à ça, c'est non, pour une raison définitoire. Pour moi, parce que tu as remarqué le mot univers est un peu polysémique en fait, parce qu'on l'utilise pas au sens universus, la totalité de ce qui existe en latin, parce que sinon les univers multiples, ça serait une contradiction dans les termes. Donc ce qu'on appelle un univers en physique, c'est quelque chose d'un peu plus réduit que la totalité de ce qui existe. Et pour moi, c'est la définition. C'est-à-dire que je dis, si on peut y aller, même avec beaucoup de difficultés, ça fait partie de notre univers. Ce qui fait que c'est un autre univers, par définition, c'est qu'on ne peut pas y aller. Donc il ne peut pas y avoir d'interaction. Il ne peut y avoir aucune interaction possible. Donc si tu veux, parce que si c'est simplement, si tu dis on peut interagir avec un autre univers, pour moi c'est pas un autre univers ça. C'est juste une autre région de notre univers. Donc pour moi la définition d'un autre univers, c'est que c'est précisément quelque chose avec quoi aucune interaction n'est possible. Bon, néanmoins, je ne suis pas seul sur Terre, hélas. Et donc, non, plus sérieusement, évidemment, ce que je viens de dire là est quand même caricatural. Donc en fait, tu as quand même raison. Parce que, par exemple, dans le modèle inflationnaire, on a des univers bulles. On a longtemps cru que ces bulles étaient totalement décorrélées. Mais en fait, on se rend compte que comme c'est au départ un système quantique, les deux bulles, même si elles sont incroyablement loin, et donc techniquement on dit qu'elles sont hors de leur cône de lumière, donc elles ne peuvent pas interagir de façon classique, mais elles pourraient être ce qu'on appelle un système intriqué.
Le système intriqué, ça veut dire que si un phénomène qui se produit dans l'une, par corrélation quantique, ça va changer instantanément le statut de l'autre. Donc tu as raison, il peut quand même y avoir des cas hyper particuliers, mais où des interactions entre univers ne sont pas complètement exclues. Alors il y a même des études scientifiques intéressantes qui se sont demandé comment ces phénomènes dits de décohérence pouvaient changer par exemple la forme du potentiel du champ d'inflaton, pour être un peu technique 3 secondes, dans notre univers. Le problème c'est que comme on ne connaît pas la forme normale, voir comment elle est modifiée par les éventuelles interactions avec d'autres univers est très dur. Mais quand même, ça ouvre une porte. Et j'abonde donc dans ton sens en conclusion, qui est que voilà, faut pas préjuger trop vite de ce que c'est impossible, parce que c'est quand même une problématique qui est récente et on voit déjà émerger un certain nombre d'idées. Donc moi je pense en effet que c'est pas complètement sans espoir. Merci. Bonsoir, merci. Alors excusez-moi aussi pour la naïveté de mes questions. 2 questions. Premièrement sur la limite, c'est une notion qui m'interpelle. Est-ce que votre recherche, on sent que c'est une recherche perpétuelle comme celle de la science, est-ce que la limite, elle peut être pour vous sémantique? Je crois que c'est Russell, si je ne m'abuse pas. Ou est-ce qu'elle peut être, j'allais dire, plus culturelle? C'est-à-dire, si cette conférence avait lieu en Asie ce soir, est-ce qu'on se poserait d'autres questions? Est-ce que ces transformations silencieuses, entre guillemets, est-ce que c'est cette philosophie des processus plutôt que des instants? C'est l'instant T0 hein, dont vous parliez tout à l'heure. Donc, est-ce que la sémantique et la culture sont pour vous des limites? Est-ce que si on s'affranchissait ou si on travaillait différemment dans ces 2 domaines, est-ce que ça vous ouvrirait d'autres pistes? Donc, première question. Deuxième question, il me semblait qu'il y avait le domaine de la science et de la physique, la thermodynamique, si je ne fais pas d'erreur, où il y avait quand même une notion d'irréversibilité, avec des processus qui étaient irréversibles. Et vous disiez que la science ne pouvait pas s'affranchir de la philosophie. J'ai aussi l'impression que c'est à double sens, que la philosophie maintenant a de plus en plus de mal à s'affranchir de la science. Qu'est-ce que vous faites de ce qui est passé? Vous le stockez où? Voilà, tout ce qui est déjà passé et qui ne bougera plus finalement, qui est peut-être figé quelque part. Comment vous articulez ça? Bon, merci. Merci. Ça, c'est incroyable parce que je peux parler parfois 2 heures sans notes et je suis incapable de me souvenir de 2 questions. C'est pareil, 30 secondes. Tu peux me redire la première? Alors, première question sur la notion de limite. Merci. Est-ce que votre recherche oui, merci. par la sémantique? Alors, la notion de limite, elle m'intéresse énormément. D'ailleurs, c'est pas du tout au sens où tu l'évoquais, mais dans la philosophie ancienne, c'est très extraordinaire de voir, par exemple, comment Épicure, suppléé ensuite par Lucrèce, vont faire apparaître le concept de limite dans le domaine des sciences de la nature et vont comprendre comment la limite, en fait, permet de créer des objets nouveaux. Donc, au sens mathématique du terme, je trouve que la limite est un phénomène qui est absolument fascinant. Mais au sens que vous évoquiez, qui est différent. Alors, la réponse est compliquée. Je ne la connais pas. D'un certain point de vue, j'aime quand même rappeler que quelque chose dépasse les clivages culturels. Quelqu'un me disait il y a quelques années que le modèle du Big Bang finalement n'avait rien d'étonnant parce que nous avions simplement projeté dans nos équations l'idée de la Genèse, qui est celle dans laquelle la plupart des citoyens de culture judéo-chrétienne sont nés. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que, en réalité, au début du XXe siècle, aucun physicien ne croyait au Big Bang. Tout le monde était absolument persuadé que l'univers était éternel, infini et statique. Et le modèle du Big Bang est apparu, non pas parce qu'on voulait reproduire la Bible, pas du tout, mais parce qu'on y a été contraint par les observations et le corpus théorique. Donc, c'est pas du tout un environnement religieux ou mythique qui a imposé le modèle du Big Bang, c'est vraiment un lot relativement intersubjectif de données qui l'a contraint. Donc là, ce serait plutôt pour pencher sur une forme quand même d'objectivité relativement forte. Mais à contrario de ça, évidemment, on ne peut penser, inventer, construire que de façon extrêmement située, à la fois temporellement et géographiquement. Et comme vous le disiez, bien sûr, si cet échange avait lieu en Asie ce soir, les questions ne seraient pas les mêmes. Il est vrai que nos confrères chinois ou indiens font la même physique que nous. On publie dans les mêmes journaux, on se retrouve dans les mêmes conférences. Mais ça, c'est, je dirais, le langage de base. On s'est mis d'accord sur un corpus et sur des outils. Mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement ça, bien sûr, c'est l'inspiration.
enfin c'est peut-être un peu trop... je ne sais pas si le mot est adapté, mais au moins l'idée nouvelle, la genèse de l'idée nouvelle. Et la genèse de l'idée nouvelle, il est totalement certain qu'elle est dépendante d'un environnement culturel. Si quand Einstein a inventé la relativité, quand Schrödinger, Bohr, Dirac et De Broglie ont inventé la physique quantique, c'était le même moment où Schoenberg et Berg inventaient la musique sérielle avec Webern, où Kandinsky, Mondrian et Malevich inventaient l'art abstrait, etc., c'est certainement pas par hasard. Donc il y avait un environnement culturel qui a favorisé ça. Donc je dirais que c'est une tension entre les deux. Il y a évidemment des structures contingentes de nature sociologique qui ont de façon incontestable un rôle dans l'émergence de la direction qu'on va choisir, parce que bien sûr il y a aussi des questions politiques dans tout ça, sociologiques, des luttes de pouvoir, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui quand même transcende un peu ça. Et je pense que l'articulation entre les deux, on la retrouve dans ce champ disciplinaire comme dans beaucoup d'autres. Et le deuxième point, je vais essayer de m'en souvenir tout seul. Ah oui. Sur le sémantique. Merci, oui. Oui. Bon, écoutez, c'est très difficile d'être conclusif sur ce point. Moi, j'ai de plus en plus l'impression, mais ça c'est une intuition que je peux absolument pas étayer en fait, que nous n'avons exploré qu'une zone absolument infime des possibles. Et que, en fait, le langage joue un effet de sélection qui est un peu comparable à celui, par exemple, que peut jouer la théorie de la relativité en physique. C'est-à-dire que, quand on a tous le même langage, on a la même grammaire, la même orthographe, pour autant on peut écrire quasiment une infinité de livres, on peut remplir la bibliothèque de Borges. Et de même, en relativité, on a des contraintes très fortes, mais on peut quand même inventer une infinité de théories qui sont compatibles avec ça. Donc on est dans un jeu, là encore, qui a double sens, qui est que d'une part, on a des contraintes très fortes qui sont de nature sémantique, et en contrepoint de ça, on a évidemment une liberté qui est encore pratiquement infinie. Et donc, ce qui est compliqué, c'est d'articuler l'un et l'autre. Et... c'est comme dans l'univers, il y a une infinité de choses possibles. Il n'y a pas deux lunes pareilles. Mais j'ai l'impression, si vous voulez, qu'en fait, on n'a quasiment rien regardé encore. Alors, on va le dire comme ça. Et même, par exemple, il y a des questions qui me semblent élémentaires, mais que mes collègues parfois trouvent comme scandaleuses. Mais, par exemple, est-ce qu'on est même sûr que tout le réel soit descriptible en termes mathématiques? Ça, pour un physicien, c'est une question qui ne se pose pas. C'est une évidence. Il faut juste qu'on attende de trouver la bonne théorie. Ben moi, je ne suis pas sûr. Après tout, il se pourrait qu'il y ait des bribes de réel qui ne soient pas mathématisables. Et de ce point de vue-là, les mathématiques sont à réinterpréter comme une sémantique particulière, et non pas comme le suggérait Galilée, le langage intrinsèque de la nature. Spinoziste. C'est, voilà, exactement. Deuxième question, je m'excuse sur le passé. Oui. Où vous stockez le passé? Ah oui, où je stocke le passé. J'ai pas vu dans mon cerveau. Attention, ce soir, je le stocke pas trop. Beaucoup de verre. Hein. Oui. Non, mais alors... non, c'est compliqué le passé. Il y a plein de sens différents. Alors, il est vrai qu'en termes purement d'élaboration théorique, il y a quand même un peu cette idée de table rase, c'est-à-dire que il ne faut pas, à mon sens, présenter la théorie d'Einstein comme une amélioration de la théorie de Newton. Ça, je pense que c'est complètement faux. C'est vrai en termes de capacité de prédiction. En termes de, où sera telle planète dans 300 ans, là c'est vrai que je peux faire le calcul avec Newton, je peux faire le calcul avec Einstein, il y a juste une petite différence, et la deuxième est un peu meilleure que la première. Mais si on va au-delà de la dimension heuristique, et qu'on réfléchit vraiment en termes ontologiques, c'est-à-dire pas sur l'aspect pratique, mais sur l'aspect vraiment fondamental et descriptif du réel, ça n'a juste rien à voir. Et donc c'est vrai que le passé, quelque part, n'a servi qu'à arriver là. Mais une fois qu'on est arrivé là, le passé n'a finalement plus aucun intérêt en termes de description fondamentale du réel. Pour autant, c'est ce qu'on apprend aux enfants au lycée. On leur apprend pas la théorie d'Einstein, on apprend la théorie de Newton. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, aucun gamin ne va jamais calculer de la mécanique céleste. Donc on pourrait lui apprendre n'importe quoi, on s'en fout, il fera jamais les calculs. Alors pourquoi on lui apprend ça? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que quand même, faire des calculs de relativité générale au lycée, c'est pas possible. Donc ça imposerait d'en rester au concept. On pourrait pas résoudre les équations. Et la deuxième raison, qui est peut-être plus fondamentale en fait, c'est qu'on donne un exemple. En réalité, ça n'a aucune importance que la théorie soit fausse. Je pense qu'on présente aux enfants, ou on devrait présenter aux jeunes, ce que c'est que la genèse d'un corpus théorique. Et du coup, le fait d'avoir du recul, d'avoir connu sa naissance et sa mort, peut-être que ça aide à mieux le cerner. Et puis, il ne faut pas oublier toutes ces erreurs rectifiées. C'est-à-dire que moi, je pense que la plupart des papiers que j'ai publiés dans ma vie sont faux. Mais ils ne sont pas faux parce qu'il y avait une erreur de calcul.
ils sont faux parce qu'à un instant donné, c'était une hypothèse qui avait du sens, et puis 4 ans après, il y a eu des observations qui ont montré que mon hypothèse marchait pas. J'en ai absolument pas honte, j'ai pas mal travaillé, enfin, peut-être que oui, mais pas pour ça. Et donc ça, tu vois, tout ce passé, il a quand même du sens, parce qu'il montre aussi toutes les apories, quoi. Aporos, c'est quand le chemin s'arrête, et donc toutes les voies qu'il ne faut pas suivre. Et finalement, les mauvaises idées sont des idées qu'il fallait explorer, et on procède quand même aussi un peu par rebroussement, quoi. Voilà. Ouais. Alors moi j'ai une question et une incompréhension. Donc déjà, première question, étant donné que vous allez me tutoyer, est-ce que je peux vous tutoyer? Ah oui, excusez-moi, je suis très mal poli, j'ai tendance à tutoyer tout le monde, donc Non, évidemment tout le monde peut me tutoyer, ça va sans dire. Non, je suis désolé, c'est un... Bon, bref. Faut pas que mon papa regarde la vidéo, sinon il va me disputer. Du coup, mon incompréhension, c'était par rapport au fait que s'il y a un autre moi qui vit donc, dans un autre univers, pour faire très court, tu as dit tout à l'heure qu'il aurait le même passé que moi, mais pas le même avenir que moi. Et à partir de ce moment-là, quand j'avais 3 ans, quand j'avais 3 ans, je me suis cassé la gueule en vélo, tout ça. Est-ce que lui, quand il avait 2 ans, est-ce que mon autre moi, quand il avait 2 ans, du coup, se serait peut-être cassé la gueule pareil que moi? Comment dire Comment à partir de quel moment on peut définir notre avenir en fait? Oui, bien sûr. Alors, tu as raison, c'est une question vraiment intéressante. Alors, d'abord, on ne sait rien, hein, mais dis donc que mathématiquement, si tu as un espace infini et que quelque chose est possible, et que ta distribution de probabilité est plate, bon, ça je le passe sous silence, ça doit se produire une infinité de fois. Or, tu es possible puisque tu existes. Donc forcément, tu dois te reproduire. Donc ça doit aussi avoir eu lieu. Mais le fait que l'enfant ne soit pas tombé était un autre possible. Et donc très probablement, si ce que je dis est vrai, quelque part, quelqu'un a eu exactement la même histoire que toi. C'est ce que j'appelle un alter ego. Puis quelque part, vous aviez eu la même histoire jusqu'à 2 ans, et puis en fait, à un moment, ça a effectivement bifurqué. Mais la partie subtile, c'est la chose suivante. C'est que si on pense simplement en termes de physique classique, j'oublie la mécanique quantique là. Normalement, c'est causal. Donc, le futur dépend du passé. Et donc, si on a eu le même passé, comment pourrait-on ne pas avoir le même futur? Voilà, c'est ça la question. Alors, vous pourriez me répondre la conscience, etc. Oui, mais là, je pense vraiment en termes mécanicistes classiques. Et bien, même comme ça peut quand même être vrai. Et la raison est la suivante. C'est que 2 univers qui sont exactement les mêmes, imagine. 2 univers qui sont exactement les mêmes. Oui, sauf que c'est quoi un univers? C'est tout ce qui est en contact causal. Mais les univers, ils grandissent avec le temps. Un instant plus tard, ton univers, il est un peu plus grand. Et donc 2 univers qui sont exactement les mêmes, n'ont pas forcément les mêmes environnements. Et donc les objets physiques qui vont rentrer dans la sphère de causalité de ces univers ne seront pas les mêmes. Et c'est pour ça que même si tu as exactement le même passé, tu peux avoir des futurs différents. Parce que si tu veux, là en ce moment, pour le dire de façon claire, il y a, je ne sais pas, un certain nombre de galaxies qui sont en interaction avec moi. Mais un instant plus tard, il y en a un peu plus. Enfin, ce que je dis là est fou, en réalité, il y en a un peu moins. Mais si tout se passait normalement, il devrait y en avoir un peu plus. Et donc, ces nouvelles galaxies qui rentrent dans le champ de ce que je ressens, elles ont une force gravitationnelle sur moi, ne sont pas les mêmes que pour mon alter ego qui est très loin d'ici et qui lui a un autre environnement cosmologique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir une perte de causalité même au niveau classique. Alors, on a parlé de l'histoire des sciences un peu, et puis de l'évolution de l'univers, plus ou moins, voilà, et implicitement et explicitement. Et tout cela, à mon avis, suppose en fait l'existence d'une notion qui est aujourd'hui très très importante, c'est le temps. C'est ce dont on a parlé. Et je voudrais surtout savoir en fait qui est celui qui a autorité pour parler du temps. Est-ce que c'est l'humain? Est-ce que c'est l'homme qui a créé le temps? Ou c'est le temps qui a créé l'homme? Alors, c'est aussi une question super intéressante. Bon, alors d'abord, si quelqu'un n'a pas autorité, c'est bien moi, parce que je pense que c'est une question très difficile à laquelle j'ai vraiment conscience de ne pas avoir de réponse. Mais je peux quand même dire quelques trucs. Alors d'abord, là je vais parler avec ma propre sensibilité, comme tu l'auras compris dans le discours de tout à l'heure. Moi, toutes les propositions qui sont relatives à l'homme en tant que tel m'agacent. Nous sommes, pas ce que tu as dit toi, hein, qui est hyper intéressant, mais la possibilité que tu as évoquée, nous sommes vraiment les héritiers d'une histoire qui est tellement anthropocentrée que croire que quoi que ce soit puisse être spécifique à l'homme en tant que tel me semble complètement aberrant et puis finalement
toute l'histoire se définit en ce sens-là. Et peut-être une manière de rephraser la question, qui effectivement, elle est beaucoup plus précise et d'actualité, c'est de savoir est-ce que c'est le temps qui permet l'évolution ou est-ce que c'est l'évolution qui induit le temps. Et dans les deux cas, c'est complètement indépendant de l'homme en tant que tel. L'homme n'a rien créé du tout. Il suffit de regarder un rat dans les yeux pour voir qu'il est exactement dans la même temporalité que nous. Il faut vraiment être stupide comme Descartes pour croire que c'est un automate qui est incapable de ressentir quoi que ce soit. Et Descartes est génial par ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. C'est quand les génies sont idiots. Quand les génies sont des salauds. C'est des cas intéressants l'histoire de la pensée. C'est pour ça qu'il faut penser à Heidegger, il faut penser à ces choses-là. Parce que c'est des cas extrêmement dérangeants. À mon avis. Donc, pour en revenir à la question, Bergson d'ailleurs avait eu un peu cette intuition. Donc, la vision usuelle de la science, évidemment, c'est d'abord de poser le temps. Le temps existe et ensuite on écrit une dynamique des systèmes. Et aujourd'hui, il y a des efforts pour inverser la perspective. C'est-à-dire de se dire, mais puisque le temps, finalement, pourrait être quelque chose d'émergent, qui est relatif d'une part à la complexité, d'autre part à l'évolution, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'en fait, c'est l'état des systèmes qui discerne en quelque sorte une direction du temps. Alors ça, je dirais qu'on en est qu'au balbutiement. J'étais il y a quelques semaines dans un jury de thèse de physique théorique là à Marseille, d'un jeune homme qui se posait la question comment réécrire dans toute la mécanique statistique, la thermodynamique, dont je parlais tout à l'heure, 100 ans. C'est incroyablement difficile. C'est-à-dire que se demander, et écrire le mouvement d'un stylo 100 ans, ça c'est extrêmement facile. Mais écrire les choses complexes qui vont intervenir, les descriptions de probabilité 100 ans, parce que dans la probabilité il y a de l'énergie, et le concept même d'énergie avec le temps. Donc écrire la physique sans énergie, c'est très difficile. Moi je pense que c'est une voie incroyablement prometteuse. Et je dirais même pas que le temps n'existe pas en fait, parce que quelque part exister, et là pour le coup je suis d'accord, c'est humain. Nous décrétons ce que nous avons envie de voir exister. Mais en tous les cas, je pense que ce sera fructueux du point de vue de la cohérence globale de l'édifice de se passer de ce concept. Mais on ne sait pas le faire. C'est un programme de recherche. Je vais poser juste une petite question par rapport au multivers. C'est juste dans un truc pour modélisation. En fait, si c'est des univers qui ne se côtoient pas, qui ne peuvent pas rentrer en interaction, ça veut dire qu'il y a une frontière. C'est-à-dire qu'il y a une limite entre les deux, enfin en tout cas qu'on pourrait le modéliser. Donc ça veut dire qu'il y a une épaisseur. Enfin, en fait, je me demandais qu'est-ce qu'il y a entre du coup. Oui. Alors là, évidemment, je suis en difficulté avec moi-même, parce que d'habitude, quand j'explique aux étudiants ce que c'est que l'univers, je leur dis qu'il n'y a pas de bord de l'univers. Oui, voilà, évidemment, il n'y a pas de bord à l'univers. Alors là, il faut vraiment qu'on sorte un peu de la pluriplicité sémantique. Si on appelle univers au sens usuel, la totalité, ce qui existe, décrit par la relativité, etc. La réponse est très claire, il n'y a pas de bord. Il ne peut pas y avoir de bord, puisque ce qui est à l'extérieur de l'univers ferait partie de l'univers. Donc l'univers, c'est comme Dieu pour Goethe, il est cause de soi, il s'auto-contient. Et ça ne préjuge pas d'ailleurs de sa finitude. On peut avoir un univers qui est fini et sans bord. Si vous pensez la surface d'un ballon de baudruche, par exemple, elle a bien une taille finie, pourtant à la surface du ballon, il n'y a jamais de bord. Quand on marche, on n'atteint jamais le bout du ballon. Donc on peut être fini et sans bord. Donc pour l'univers au sens naïf du terme, la réponse est en effet, il n'y a pas de bord, il n'y a pas d'extérieur à l'univers. L'univers grandit, mais il ne grandit pas dans quelque chose. Ça, c'est la réponse usuelle, fiable, relativité. Si maintenant on prend une définition donc, réduite de l'univers, telle que je l'évoquais tout à l'heure, alors en effet, là, ça dépend du type de multivers. Si on parle d'un multivers spatial avec des bulles comme ça, on peut en effet absolument avoir une distance mesurable entre les bulles, et quelque part, alors ça dépend du type de bulle, mais pour certaines bulles, ce qu'on appelle les sphères de Hubble, elles n'ont même pas d'existence intrinsèque, elles sont relatives à l'observateur. Ce qu'on va appeler votre univers, c'est une bulle centrée sur vous. Moi, je suis pas sur ton univers. Et mon univers, c'est une bulle centrée sur moi. Et ainsi de suite. Donc en fait, là, ça va vraiment devenir très dépendant en fait, de la définition du mot univers qu'on prend. Et donc dans certains cas, on peut tout à fait imaginer qu'il y a des frontières. Oui. C'est pas pour le vrai grand univers total, mais pour cet univers réduit, on pourrait parfaitement imaginer qu'il y ait des espèces de murs. Et une deuxième question naïve, c'est juste, tu disais que dans les systèmes, dans la réduction du paquet d'ondes, dans les choses comme ça, que c'est immédiat. Or, moi, je pensais qu'on ne pouvait pas voyager plus vite que la lumière, et du coup, je comprends pas. Alors, je faisais allusion, pour ceux qui ne connaissent pas, à ce qu'on appelle les systèmes intriqués. Alors, c'est pas mal tous les systèmes, et on peut émettre en 2 photons, 2 brins de lumière, qui sont dans un état particulier qu'on appelle un état d'enchevêtrement.
Et donc il y a un photon qui part par là, il y a un photon qui part par là. Et même s'il y a 1 milliard, bon ça c'est hors de la sphère de Hubble, donc on va dire, même s'il y a 1 milliard d'années-lumière entre les deux, si je mesure la polarisation de ce photon-là, ça va instantanément changer la polarisation de l'autre. Alors en effet, ça a posé des problèmes historiquement, c'est-à-dire de façon de violer la relativité. La relativité ne permet pas qu'on n'éclipse que la lumière. Mais en fait, il y a plein de manières de s'en sortir. Dans l'interprétation de Rovelli, par exemple, ça marche très bien. Mais même dans l'interprétation usuelle, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, l'erreur est considérée qu'il y a 2 photons. Parce que ces cas très particuliers qu'on appelle des systèmes intriqués, c'est justement des cas où la fonction d'onde, qui est l'objet mathématique qui décrit le système, ne peut pas être factorisée. Donc je ne peux pas dire il y a la fonction d'onde de lui fois la fonction d'onde de lui. Il n'y a qu'une seule fonction d'onde globale. Et donc en fait, il n'y a qu'un seul objet. Et donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a 2 objets qui se parlent. Et une autre façon de le dire, c'est qu'on ne peut pas, de cette manière-là, transmettre l'information. On ne peut pas dire, tiens, je fais du morse, j'utilise quelque chose et puis je parle à un copain qui est très loin. Ça, c'est sûr, ça ne marche pas. Donc, en fait, la relativité n'est pas vraiment remise en cause par ces choses-là. Et voyons. Est-ce que tu es à la recherche de la vérité extatique et si oui, j'imagine que tout scientifique en réalité l'est plus ou moins. Est-ce que ce serait pas le fait de chercher cette vérité-là qui, comme tu le disais, n'est pas vraiment vraie et n'existe pas en réalité, donc ne sera jamais trouvé. Ce serait pas comme courir après un lapin qu'on sait très bien déjà qu'on n'aura jamais en fait, comme une sorte de désir en fait qui sera jamais assouvi. Oui, absolument. Alors d'abord, quand tu parles de vérité extatique, moi je ne pensais pas physique là, mais d'accord. Mais écoute, je pense que le cheminement n'en est pas moins utile en fait. Voilà. C'est-à-dire que il ne faut pas séparer la notion de vérité à celle de perfection. Parce que la vérité, elle se rapporte au présent et au passé. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe? Oui. Mais ce qui se passera là, ça devient effectivement... Mais si tu veux, je pense que, oui d'accord, on peut faire ça, tu as raison. Mais dans tous les cas, je ne pense pas que ça invalide d'une quelconque manière la pertinence de la démarche. Enfin, en fait, une fois de plus, ça dépend ce qu'on cherche, quoi. Moi, je trouve que être scientifique comme être philosophe, finalement, c'est apprendre à vivre avec l'inconfort. Et effectivement, il y a des étudiants de L1 parfois qui disent « Mais monsieur, est-ce que c'est prouvé ?» Je leur dis « Bah non, bien sûr que non, comme rien ne l'est jamais en sciences de la nature. » Et pour les provoquer, je leur dis un peu « Si vous voulez des certitudes, faites de la théologie. » Justement, on sait qu'on n'a pas de certitude. Ça te fait rire. Ça te fait rire. Voilà. Mais c'est pas grave. Moi, je trouve que ça n'invalide rien, en fait. Et en effet, ça peut être un peu troublant parce qu'on a tellement appris que quand on faisait des maths au collège, il n'y avait qu'une seule bonne réponse, que c'était juste ou c'était faux. Et d'un seul coup, on découvre en fait c'est exactement l'inverse. Non pas, je le répète une fois de plus, sinon les scientifiques vont tomber dessus. Non pas parce que tout se vaut, tout est vrai, etc. On sait bien que ce n'est pas le cas. Mais parce que néanmoins, même s'il y a des hiérarchies entre les niveaux de confiance, même si tout ne se vaut pas, etc., eh ben, c'est toujours plus compliqué que vrai ou faux. Moi, je pourrais donner au moins 4 exemples de falsification de la théorie des cordes. Et pourtant, il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui travaillent toujours sur la théorie des cordes. Ah oui, c'est parce que de leur point de vue, en fait, elle n'est pas falsifiée. Parce que c'est un peu compliqué de savoir si une théorie est vraie ou fausse. C'est dépendant d'une attente, d'un corpus, d'une limite, du choix des variables pertinentes, etc. Et donc... moi, je crois que finalement, c'est plutôt... Ben, tu sais, je dirais, écoute, c'est un peu, même en philo, tu vois bien, il y a des gens qui cherchent des grands systèmes du monde. Ce qui est très louable. Et donc, ces gens-là lisent Kant ou Leibniz, voire Spinoza, et ce sont effectivement des auteurs géniaux. Et tout à l'heure, je taclais Descartes pour rigoler, mais c'est aussi un auteur génial, évidemment. Et puis il y a des gens qui au contraire cherchent plutôt une démarche de remise en cause, de déconstruction, cherchent les failles. Ils vont lire Nietzsche, ils vont lire Derrida, ils vont lire Foucault. Bon, moi je ne vais pas classer ces philosophes-là, c'est simplement pas la même chose. Et je parierais que ceux qui lisent Leibniz et Kant préfèrent travailler sur de la physique bien connue et comprendre comment elle permet de calculer les phénomènes, et que ceux qui lisent Nietzsche et Deleuze vont plutôt travailler sur de la physique spéculative. Et finalement, il faut les deux. Tout va bien.